Depuis quelques années, les médecines complémentaires sont discrètement entrées dans les hôpitaux universitaires. Désormais, face à la demande croissante des patients, elles s'installent officiellement. Selon les sondages, 45% des Suisses ont recours à ces pratiques. Depuis 2009, suite à une votation populaire, 5 approches sont remboursées par l'assurance de base, pour autant qu'elles soient pratiquées par un médecin diplômé. L'enjeu aujourd'hui est de savoir comment les intégrer dans l'enseignement des facultés de médecine et quelle place leur donner dans les hôpitaux. Un reportage de Françoise Ducret et Ventura Samara. Alors, vous levez le bras, s'il vous plaît, le plus haut possible, merci. Moi, je suis un mécanicien, en fait. Je pratique une thérapie manuelle et les gens m'appellent rebouteux. Voilà, excusez-moi. C'est vieux comme le monde, hein. Les premières médecines de terrain, c'était des médecines de ce type. Si on parle ayurvédique, on parle l'acupuncture, c'est pas venu comme ça avec des aiguilles par hasard. Donc il a fallu une évolution qui permette d'approcher les choses autrement. Puis après, la médecine allopathique a pris le dessus. Mais moi, je me sens très complémentaire. Les médecines populaires fascinent et inquiètent. Le corps médical les a longtemps méprisés et rejetés par méconnaissance, mais surtout en raison de leur hétérogénéité. Certaines pratiques peuvent parfois être associées à du charlatanisme. D'autres, en revanche, reposent sur des connaissances solides. Après chaque ostéo a ses techniques, ses propres techniques, mais le but de toute technique ostéo, c'est de redonner de la mobilité là où il n'y en a pas. Pierre-Yves Redondy a été nommé à la tête du Centre de médecine complémentaire du CHUV. Premier constat, surprenant, certaines pratiques sont déjà offertes au sein de cette vénérable institution, plutôt connue pour sa technologie de pointe. Ce que j'ai vu, c'est que souvent ces thérapies ont été introduites à la demande d'un chef de service ou d'un thérapeute, infirmier ou médecin qui proposait ce soin. Et au fond, ce soin est mis en place, mais dans un endroit très particulier de l'institution et au fond réservé à certains patients. Et la question qu'on doit se poser, mais c'est pourquoi certains patients, pour un problème de santé, ont accès à un soin, alors que pour le même problème de santé, dans un autre service, ils n'auraient pas accès à ce soin dans l'institution. Et ça, je trouve que c'est une question qui doit absolument être réfléchie, et c'est la mission que m'a demandé la direction générale du CHUV. Le seul moyen d'avoir de l'ostéopathie dans le CHUV, c'est d'être enceinte. Je pense que vraiment, c'est la jambe droite. Depuis quelques années, le département de gynécologie a ouvert ses portes à une sage-femme ostéopathe. Le médecin-chef avait constaté que pour soulager leurs douleurs ostéo-articulaires, certaines patientes allaient voir des thérapeutes extérieurs, avec des résultats inattendus. Il est vrai que leur méthode de soins peut surprendre. Des fois, la patiente peut être surprise, elle peut avoir des tensions d'épaule. Je vais traiter la cheville et que la cheville, si les tests vont amener à la cheville. Et après, on reteste, il n'y a plus rien au niveau de l'épaule. Donc, ça surprend souvent les personnes. Certains médecins ne comprennent pas, disons qu'ils ont peur, ils entendent parler de techniques manuelles, ils se disent mais est-ce que elles vont faire craquer les patientes, est-ce que ça va être dangereux? Quand j'écoutais leur discours, à la vérité, ça avait plutôt tendance à me faire convulser, tellement ça me semblait absurde. Pourquoi ? Parce que les explications, je dirais, physiopathologiques correspondaient pas aux connaissances que j'avais. Par exemple, l'idée qu'on puisse manipuler les os du crâne alors que chez l'adulte, ils sont complètement fixés, me semblait totalement absurde. Aujourd'hui, j'ai vu les résultats de l'ostéopathie pour les problèmes ostéo-articulaires chez la femme enceinte et ça marche vraiment bien. Les résultats parlent d'eux-mêmes et font que raisonnablement on doit s'intéresser à ces approches, même si on n'en comprend pas forcément tous les tenants, aboutissants et modes de fonctionnement. On va essayer sur le lit, puis je vais retester les deux pieds. Stabiliser le bassin.
Autre unité qui propose une approche complémentaire, le service d'onco-hématologie, qui s'occupe essentiellement de patients leucémiques. Déjà vous faire sentir. Richard Girard a une double formation d'infirmier et de massothérapeute. Avec quelques collègues, il a souhaité proposer aux patients des massages, de la réflexologie, de l'aromathérapie, ainsi que des techniques de relaxation. C'est vraiment pour augmenter le confort durant le massage. D'accord. Est-ce que ça va pour vous comme ça? Oui, ça va. Oui, parfait. Elles étaient, pour nous, non invasives. On trouvait que déjà les patients avaient beaucoup de produits invasifs dans leur corps. Donc, ce qu'on voulait apporter, c'était quelque chose de plus doux. Il y a une intimité qui se crée, il y a une confiance qui se crée, parce que là, on entre vraiment dans la bulle du patient. Il s'ouvre aussi à ce qu'il est en train de vivre. Souvent, il y a des émotions qui sortent. Les patients ayant leur défense immunitaire au plus bas, les médecins infectiologues étaient réticents à l'idée d'introduire de l'aromathérapie dans un milieu protégé. Ils s'inquiétaient aussi que des massages trop en profondeur ne lèsent des cancéreux aux plaquettes sanguines basses et donc avec un fort risque hémorragique. Des protocoles ont ainsi été mis en place et rapidement les bénéfices ont pu être quantifiés. Une étude a révélé que ces thérapies avaient des effets significatifs sur les nausées, le manque d'appétit, le stress, la fatigue et l'anxiété. J'ai l'impression de pouvoir apporter quelque chose de plus global aux patients. De vraiment pas travailler vraiment sur un plan unique, comme un plan physique. De vraiment d'amener quelque chose sur le plan, je dirais, spirituel. De retrouver du sens, peut-être de leur aider à retrouver du sens à leur vie ou à leur corps. Le but, c'est de faire comme s'il n'était pas là. Je vais regarder ce que je fais en même temps, mais en même temps, je vais vous regarder pour voir vos réactions, mais en même temps... D'une certaine manière, la question de l'ouverture aux médecines complémentaires, je pense qu'elle a toujours été assez importante, autant par les médecins que par les infirmiers. Mais ce que j'ai constaté, c'est qu'elle était quand même beaucoup de manière cachée ou de manière mise de côté. Une des choses que j'ai trouvées très intéressantes, c'est que avant que je travaille au CHUV dans le domaine des médecines complémentaires, je croisais des collègues qui me parlaient absolument pas ou très négativement des médecines complémentaires. Du moment que je m'en suis occupé et du moment que le CHUV avait une ouverture pour ça, ces mêmes collègues m'ont souvent révélé qu'eux faisaient appel à telle ou telle approche pour eux-mêmes ou pour leur famille, ou même certains m'ont dit qu'ils avaient une formation dans tel ou tel domaine. Donc comme s'il y avait un peu l'autorisation maintenant d'en parler de manière plus facilitée. Comment vous imaginez les bulles qui descendent bien dans vos jambes? Peut-être la terre entière, on ne sait pas, des fois. Clare Mundé est oncologue et radio-oncologue. Formée en médecine nucléaire et reconnue pour ses travaux de recherche, elle a longtemps travaillé en milieu hospitalier. Aujourd'hui, elle a évolué vers d'autres approches moins conventionnelles. Encore une fois, je crois que sans les patients, moi, j'aurais jamais rien fait. Moi, je viens d'un milieu vraiment, effectivement, scientifique, pur et dur, un père physicien, une mère médecin, je dirais une formation, ce que j'appellerais béton, je dirais béton dans les hautes technologies. Mais il y a des gens, il y a des humains qui souffrent. J'ai la chance, et des fois l'inconvénient d'être très sensible, de sentir beaucoup de choses, d'avoir beaucoup d'informations qui me sont données. Je suis une antenne. C'est dans du subtil. Mes mains le sentent. Avec un patient aussi sensible que Jenny, c'est très facile. Avec des patients moins sensibles, il y a moins de choses qui se passent de manière évidente. Mais toujours, il y a quelque chose qui se passe. Les animaux, c'est génial, quoi, parce qu'ils comprennent tout de suite. C'est des grands thérapeutes. Jenny a été victime d'un cancer du sein en 2011, avec une rechute en 2013. Clare Mundé lui propose aujourd'hui des thérapies animales pour retrouver un certain apaisement et des sensations oubliées. Elle est curieuse, De façon générale, les médecines complémentaires m'ont ramené à la vie. Je dirais que l'approche allopathique lutte contre la mort.
Et puis après, on est peut-être dans une période un peu des morts vivants. Et puis le plus par rapport aux approches complémentaires, aux médecines complémentaires, alternatives, c'est justement de retrouver un sens à la vie, de pouvoir réhabiter ce corps, de pouvoir continuer son chemin. Suite à un cancer des ovaires et avant d'être opérée, Chantal Ameter a subi plusieurs chimiothérapies très agressives. J'avais mal au foie, j'avais mal à l'estomac, j'avais mal partout, les muscles, vraiment l'impression que après chaque chimio, c'était 48 heures au lit à se traîner même pour aller aux toilettes, pour boire même une tisane, tellement ça me brûlait l'estomac et là le coup que je dis non, stop, quoi. Il y a un côté inhumain peut-être dans ces thérapies-là, quoi. Quand à un moment donné, j'ai dit à l'oncologue, mais écoutez, moi, s'il y a des trucs, ça me tombe dessus, je suis pas bien et tout, sa réponse a été, il faut aller voir un psychiatre. On se pense tout puissant. Nous, les médecins, moi, je fais partie de cette race-là, hein, de médecins. Et on est cinglés, on pense qu'en coupant, en brûlant, en désherbant, en utilisant toutes des techniques très guerrières, on va régler le tout. On est bien au-delà. On est beaucoup plus compliqué. Bien sûr, la médecine allopathique, institutionnelle, elle fait des très belles choses. Ça, je peux pas. Et je veux dire, si vous avez besoin d'un stent au niveau du cœur, vous avez intérêt de faire du stent et pas du magnétisme. Ça, c'est une évidence. Mais d'un autre côté, on morcelle les patients. Mais aujourd'hui, les gens veulent plus. Ils veulent plus être morcelés, ils veulent autre chose. Ce que voulait Chantal, c'était bien sûr être soignée, mais aussi être écoutée et accompagnée. Comme 80% des cancéreux, elle s'est tournée vers les approches complémentaires. La tumeur, elle est là, le cancer est là, au coin de la feuille. On va essayer de faire en sorte qu'il ne prenne pas plus de place qu'eux et comme de négocier en fait une qualité de vie surtout importante. Peut-être une quantité, pas vraiment, mais de toute façon, quantité de vie, on ne sait jamais combien de temps on va réellement durer en fait. Mais vraiment d'aller dans un sens qualitatif. Et c'est exactement ce qui se passe, quoi. Pour l'instant, Chantal a suspendu ses chimiothérapies. Le risque est que les bienfaits procurés par les approches complémentaires ne détournent les patients de leur traitement classique. C'est leur histoire, s'ils veulent renoncer, ça leur appartient. Qui sommes-nous pour décider de ce qu'ils doivent faire ou ne pas faire? Nous ne sommes pas ni Dieu, ni l'Église, ni quelque chose de cet ordre-là. Hein. Et la science, elle ne doit pas arriver à une histoire, c'est moi qui sais. La science, c'est pas ça. La science, justement, elle ne sait pas. Elle sait, mais elle ne sait pas. L'objectif, c'est pas d'exclure. L'objectif, c'est d'aller avec. En regardant les choses d'une autre manière, vous pouvez tout d'un coup dire « Ah ben oui, la chirurgie, elle a un sens » ou « La chimiothérapie, elle a un sens ». Ça lâche encore un peu. Il existe d'innombrables thérapies alternatives d'une efficacité inégale. Comment, dès lors, choisir celle à introduire en milieu hospitalier? L'approche que nous avons choisie ici à l'hôpital se base essentiellement sur une approche scientifique. Ça peut être critiqué, on peut discuter, mais nous avons choisi cette option-là et je pense que c'est une option qui permet d'avoir une réflexion à chaque étape et de donner du sens à ce qui est fait. Donc, on va plutôt proposer des thérapies qui ont donné des preuves d'un point de vue scientifique. Les rebouteux, il n'y a pas d'études qui ont été faites sur les rebouteux. C'est pas pour autant qu'ils n'ont pas forcément d'efficacité, mais en termes de réflexion, je pense qu'il faut vraiment rester sur une approche scientifique. À droite. Pierre-Yves Redondy a été se former dans différents hôpitaux américains car ils ont une longue expérience dans l'intégration des médecines complémentaires. Aujourd'hui, c'est à l'hôpital de Saint-Gall qu'on le retrouve avec une délégation du CHUV. Il va rencontrer le docteur Marc Schleppi, grâce auquel l'établissement a pris le virage des médecines intégratives il y a 8 ans. Les conciliums se font dans tout l'hôpital, sur les étages. Cette approche-là, qui a été faite de manière très rigoureuse, très stricte, avec une vision très, très académique, au fond, d'introduire un nouveau soin comme on introduit un nouveau médicament dans une institution, est à mon avis extrêmement intéressante. Ce qui m'intéresse aussi, c'est les aspects très pratiques. Quelles ont été les poches de résistance, quels ont été les problèmes qui ont été générés.
L'esprit critique fait partie de tout ce développement de médecine intégrative au cantonal de Saint-Gall. C'est essentiel à mon avis. Vous ne faites pas décoller un avion sans vent contraire. Les résultats ont rapidement balayé les doutes. Et aujourd'hui, Saint-Gall offre de nombreuses approches. Parmi elles, la médecine chinoise, la médecine anthroposophique, la phytothérapie et différentes formes de massage et de cataplasme. Il y a un mouvement qui est en train de se développer. Ça a commencé peut-être il y a une quinzaine d'années, où réellement des études se font. Le British Journal of Medicine en 2010 s'est donné la peine de regarder combien de recherches s'est déjà faites en médecine complémentaire. Il s'est quand même rendu compte qu'il y avait plus de 7000 études randomisées contrôlées, plus de 6000 revues systématiques. Grâce à ces résultats positifs, des guidelines ont été publiés, surtout par les Américains en oncologie, dans des super journaux, Chest, JNCI. Donc il y a beaucoup d'études déjà qui se sont faites, mais bien entendu, il faut continuer, il y a encore beaucoup de chemin à parcourir. Nous sommes dans le service des soins palliatifs. Cette patiente est atteinte d'un cancer des ovaires incurable. Ja, das können wir jetzt verschieden anschauen, ja. Ich kann hoffen, dass jetzt aus dem On peut Dunkeln raus, wo interpréter ich mon dessin eingeliefert de manière worden bin, diverse. wieder ins Helle Ce que je reinkomme. peux aujourd'hui espérer, c'est de sortir de la partie foncée dans laquelle j'ai sombré Ich habe bis jetzt schon pour aller vers des horizons Fusseinreibungen plus clairs, gehabt, plus sereins. Rockeneinreibung. J'ai déjà eu de la Aber réflexologie, des massages Und du dos, Malen. des bras, je fais de la peinture. Das habe ich bis jetzt J'ai pu geniessen, bénéficier schon de ein cela paar à Mal. plusieurs reprises. Gott sei Dank. Man ist zwar einmal müde Dieu nachher, merci, le soir on est aber fatigué, das mais c'est soll ja bien, auch so sein. car la nuit on peut au moins dormir. Da kann man wenigstens am Abend auch schlafen, wenn man den ganzen Tag drinnen ist. J'ai cette patiente atteinte d'un cancer avancé, parfaitement lucide quant à son pronostic. J'ai pu observer ce que j'observe fréquemment chez les patients qui utilisent certaines médecines complémentaires, qu'au niveau psychique, moral, ces gens vont étonnamment bien et ont aussi une vitalité, une énergie, je dirais presque jusqu'à la fin de la vie. Plus surprenant encore, l'utilisation des médecines complémentaires dans le service de neurologie. Ce patient souffrant de la maladie de Parkinson bénéficie d'eurythmies curatives pour fluidifier ses mouvements. On a en neurologie de nombreuses maladies que l'on ne peut pas soigner ou pas encore soigner. Auparavant, les médecins ne pouvaient rien offrir et les patients allaient ailleurs, avec le risque d'avoir des thérapies dangereuses. Aujourd'hui, ils ont la possibilité de trouver à l'intérieur de l'hôpital des thérapeutes qui s'intéressent aux médecines complémentaires dans le cadre de la neurologie. Et donc tout cela reste sous notre contrôle. Finalement, tout le monde est gagnant. Le but, c'est non seulement de planter, mais aussi de la fixer bien. Oui, parce que si j'entre sans manipuler, il peut se passer quelque chose comme rien pas se passer. Donc après, voilà, après je m'autorise quelques manipulations pour activer le point. Et après, c'est fini. Voilà, c'est juste quelques manipulations comme ça. On doit justement bénéficier d'une grande liberté par rapport à quelle médecine introduire. Si on se basait sur quelle médecine est remboursée par le système de santé actuellement, ça n'a d'un point de vue scientifique, à mon avis, pas de sens. Je pense qu'on doit vraiment se baser sur quels sont les soins ou les problèmes de santé pour lesquels on pourrait amener quelque chose de supplémentaire aux patients. Par exemple, dans le traitement de la douleur, je pense que de développer plus des approches de type, par exemple, d'hypnose ou de méditation, d'autres approches de type acupuncture, peuvent certainement amener un bénéfice aux patients. J'ai beaucoup de courage en tout cas. Et puis également dans le traitement de la douleur, on a des approches comme le yoga ou comme le tai chi qui peuvent amener un bénéfice pour le patient. Laurence Van Toulder est anesthésiste en médecine intensive. Pour elle aussi, sa longue formation académique ne répondait pas à toutes ses attentes. Elle a donc pris le virage des médecines chinoises qu'elle propose dans le centre d'antalgie du CHUV. En médecine occidentale, on va travailler sur le symptôme. Le symptôme, que ce soit chez X ou Y, ce sera le même, on va le traiter de la même façon.
Si vous prenez un ulcère d'estomac, on va le traiter avec le même médicament. Là où c'est intéressant, et c'est là peut-être où j'ai plus accroché avec la médecine chinoise, c'est que finalement ce symptôme, il existe en médecine chinoise, mais il est rapporté à chacun des individus. Donc un ulcère d'estomac chez A est différent de celui de chez B, parce qu'ils ont un vécu différent, ils sont dans un environnement différent, ils sont à une étape de leur vie différente, donc le traitement là sera différent. Le symptôme est identique, le traitement est différent pour la médecine chinoise, alors qu'en médecine académique occidentale, on traite la maladie. En médecine chinoise, on va traiter le patient. En développant la médecine intégrative en milieu hospitalier, ne voyez-vous pas un risque que des thérapeutes extérieurs peu scrupuleux se sentent légitimés dans leur pratique ? C'est effectivement une crainte que j'ai, c'est qu'en ouvrant l'institution à des médecines complémentaires, ça légitime certaines approches. Certains thérapeutes, rebouteux, naturopathes sont peu contrôlés, mais il faut savoir que même les acupuncteurs sont peu contrôlés. On a des acupuncteurs médecins qui ont été formés de manière contrôlée, mais au fond, n'importe qui peut s'installer comme acupuncteur la semaine prochaine. La grande question est celle du financement de ces thérapies complémentaires. Pour l'instant, si les patients sont hospitalisés, ces approches sont comprises dans le forfait journalier. En ambulatoire, il faut que le patient possède une assurance complémentaire qui rembourse. Mais comme les hôpitaux travaillent avec des enveloppes budgétaires fermées, ça ne va pas être simple à l'avenir. On sait que dès que l'offre augmente, les coûts s'envolent car nous voulons tout. Ces thérapies ne remplaceront pas ce qui existe déjà, elles viendront s'y ajouter. Les plus optimistes pensent qu'il n'est pas impossible que cela devienne intéressant économiquement dans certains cas. Une étude faite au service des Grands Brûlés du CHUV avait notamment révélé que l'utilisation de l'hypnose permettait d'économiser 19 000 francs par patient en abrégeant la durée d'hospitalisation et le recours à certains médicaments. C'est dans ce service aussi que l'on a le plus fréquemment recours aux guérisseurs et aux coupe-feu qui, eux, interviennent gratuitement. Christian Janton est rebouteux. Et il a le secret qu'il utilise pour soigner les brûlures, les verrues et les hémorragies, ainsi que d'autres maladies de la peau. Cette tradition populaire qui se transmet oralement d'une génération à l'autre est fortement ancrée en Suisse romande. Il s'agit d'une formule, souvent d'une prière, qui doit être récitée pour permettre la guérison à distance. En se concentrant très fortement, le guérisseur va transmettre ses pensées bienfaisantes. J'ai effectivement un bain de frissons. J'ai effectivement ma tête qui se dégage. C'est un sentiment qui est agréable et en même temps... En fait, il n'y a pas d'explication, c'est un sentiment comme ça. Tu as le changement de couleur comme c'est maintenant. Mais ça, c'est hallucinant. En juillet 2015, lors d'un barbecue, François Dufour a été grièvement brûlé par un retour de flamme. T'imagines ? Tout d'un coup, j'ai entendu crier, je me suis retournée, j'ai vu mon mari en feu. C'était une torche vivante, carrément. Les flammes sortaient de lui. Puis après, je me rappelle vaguement que mon fils m'a arraché des habits, ma femme m'a arrosé l'eau, puis c'est à peu près tout. Tout de suite, j'ai dit, j'appelle le secret. Une amie proche qui a le secret, tout de suite, j'ai téléphoné. Je connais plein de cas qu'elle a soignés. À partir de ça, je lui ai fait confiance, quoi. Je pratique ce secret depuis bien des années. Je connais bien François Dufour, donc c'est pour ça que c'est plus facile aussi pour moi, parce que j'arrive à le visualiser. Et je fais tout de suite le secret, que je fais plusieurs fois dans la journée, vu la gravité de son cas. François Dufour a été héliporté au CHUV pour être admis dans le service des Grands Brûlés, où il a été plongé dans un coma artificiel. 3 semaines après, je me suis réveillé, mais j'ai aucun souvenir. Jamais mal, rien, correct. Mauvaise nourriture, mais c'est pas grave. Les faiseurs de secrets sont réputés pour agir sur la douleur. Pas étonnant qu'au CHUV, 90% des patients admis au centre des Grands Brûlés aient recours à ce genre de pratiques mystérieuses. On a tous eu des petites brûlures et on a tous expérimenté combien ça peut faire mal, même sur des petites surfaces. Alors, quand on est brûlé sur une grande surface, c'est multiplié par la surface, par 10, par 20, par 100. Donc on peut imaginer combien ça fait mal.
Ceux qui ont eu accès à un guérisseur, qui ont fait recours à un guérisseur, ils arrivent sereins, ils sont calmes. Souvent, ils ne se plaignent pas de douleur ou très peu de douleur. En retirant le feu, puisque c'est ce qu'on fait, on tire le feu dehors. En enlevant le feu qui est à l'intérieur, ça arrête de brûler. Alors comment ça se passe, je ne sais pas, mais en fait le but c'est ça, c'est de retirer le feu qui est en train de brûler, qui fait mal, qui continue à travailler après la brûlure. Tous les jours, je refaisais le secret, je l'ai fait tous les jours pendant, je sais pas, 3-4 semaines, un mois. Et puis c'est aussi un soutien psychologique aussi pour Madame Dufour, pour lui aussi. L'évolution a été rapide. Les infirmières, elles se sont aperçues de jour en jour l'évolution, qui n'était pas une évolution, comment est-ce qu'on peut dire, normale par quelqu'un qui a été brûlé et qui suit des soins normaux. Là, elles ont reconnu que c'était vraiment... il y avait quelque chose. Les médecins avaient annoncé à François qu'il devrait subir une greffe de peau en raison de brûlures profondes touchant 15% de la surface de son corps. Il y avait beaucoup de points qui étaient en défaveur d'une guérison rapide et cette guérison est survenue rapidement, sans chirurgie. Et pour nous, ce n'est pas une preuve que les guérisseurs ont fait l'effet, mais c'est quand même un point qui nous fait questionner sur cette évolution particulièrement favorable. Le recours au secret pourrait abaisser le stress du patient et de son entourage, et ainsi avoir une influence sur la cicatrisation. Des études sur le stress ont clairement été menées. Et ça, oui, une réduction du stress entraîne une meilleure cicatrisation. C'est prouvé, c'est clair, c'est net. Il y a des médiateurs biochimiques qui sont atténués quand le stress est sous contrôle. Maintenant, est-ce ça le mode de cette pratique? Je n'en sais rien. Et il n'y a justement pas de travaux à ce sujet. Ben, si vous vous rappelez, vous verrez, il y a une belle différence. Vous avez plus de croûte, plus rien. Ben, les rougeurs, mais ça c'est la peau qui se referme, qui se refait. C'est assez magnifique. Le miracle, vous voyez? Beaucoup de patients qui ont vu leurs proches appeler étaient inconscients au moment de l'appel et que donc ils n'étaient pas capables, par exemple, de savoir que ceci était fait. Donc l'effet placebo, qui a été allégué par de nombreuses personnes pour l'effet du secret, eh bien, je ne crois pas qu'il soit là. Ancienne tradition fortement ancrée dans les campagnes, le secret est aussi pratiqué sur les animaux. Un exemple, c'est une vache qui s'était décornée, puis ça saignait terriblement. Le village d'après, là j'étais sur place. J'ai fait le secret, on a vu le sang s'arrêter. Hein. C'est difficile à expliquer. C'est difficile de parler placebo à une vache qui s'est fait décorner. Hein. Inexplicable. Je ne suis pas croyant, pas pratiquant, mais là ça fonctionne. Il n'y a pas de fil, il n'y a pas de téléphone, il n'y a pas de radio. Non, ça... Pourquoi je ne peux pas vous dire? Comment pourrait-on expliquer que le secret puisse avoir un effet? Mais parce qu'il y a des tas de choses que nous ne comprenons pas. Je crois qu'il y a des choses qui nous dépassent. Je pense qu'il y a une composante spirituelle à l'être humain qui, peut-être, permet de véhiculer des forces qui ne font pas partie de la médecine que nous pratiquons. Mais je n'ai pas d'explication rationnelle. Il faut avoir envie d'aider les autres, il faut le faire d'une façon totalement désintéressée, et puis quand même faire descendre cette énergie, faire passer cette énergie, comme c'est pas la nôtre propre qu'on donne, mais vraiment une énergie qu'on va prendre là-haut, n'importe où là-haut, dans l'univers. La médecine a encore de grandes limites. On connaît beaucoup de choses, mais ce qu'on ne connaît pas est encore beaucoup plus grand, quoi. Et tout ce qui peut nous aider pour accélérer les traitements, aider les patients, je suis preneur. Et pourquoi pas l'utilisation des médecines parallèles. Et pourquoi pas des médecines qui sont peut-être encore plus difficiles à expliquer, qui passent par la pensée, par la connexion entre humains. C'est beaucoup plus difficile à l'expliquer, mais ça peut exister.